Amis internautes d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue à cette émission Moussa Kabaro, un concept qui nous permet de brocher l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous avons des invités sur notre plateau, en commençant par Iboussi. Iboussi, bonjour. Oui, Moussa, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Okay, merci, bonjour à Lamine. Lamine, bonjour. Moussa Koulates, bonjour, bonjour à vous, bonjour à nos internautes aussi. Nous avons trois thématiques à développer. Vous n'êtes pas sans savoir que Trump a été élu 47e président des États-Unis suite à une élection. Voilà, donc, et ensuite, nous allons parler aussi de Shogel Kokalamaïga, la déclaration qu'il a eu à faire en ce qui concerne le fait d'écouter RFI France 24 et autres. Et pourtant, ces chaînes sont suspendues ici au Mali. Et nous allons terminer avec la rencontre des chefs d'état-major général des pays de l'AES. À ma droite, nous allons commencer avec Iboussi. Iboussi, qu'est-ce que vous en pensez de cette réélection de Trump, puisque pour son premier mandat, après la fin de son premier mandat, il s'est présenté, il a échoué, il revient encore. Bon, en tout cas, Trump, il était décidé. C'était un monsieur qui était décidé, parce qu'il a fait ses premiers 4 ans. Il a toujours clamé qu'on avait volé en fait sa victoire la dernière fois. Il l'avait dit. Bon, finalement, ses partisans avaient manifesté de manière violente leur mécontentement. Mais il avait dit qu'il allait revenir. Il avait dit qu'il allait revenir et il a pu relever ce défi. Et moi, je trouve ça très bien. Personnellement hein, Trump, c'est quelqu'un que moi j'aime bien parce que, à mon avis, il dit certaines vérités. Il n'est pas hypocrite. Lorsque, par exemple, il ne veut pas te voir, il te le dit. Il dit ce qu'il pense, quoi. Et il vous dit, écoutez, je vais tous vous chasser, rentrez chez vous. Voilà, il le dit. Quand il a quelque chose sur le cœur, il le dit. Il dit, je vais faire un mur entre nous. Je vais vous faire payer des taxes. Je ne vais plus continuer à payer pour vous. Et c'est des choses. Il le dit aux Européens, il le dit aux Chinois, il le dit à tout le monde. C'est vrai qu'il a une manière un peu sec de parler. Ça peut heurter des fois certaines personnes, mais moi j'aime bien ces genres de franchises-là parce que ça permet de se débrouiller. Lorsque les gens te disent vas-y débrouille-toi, quelque part tu vas essayer de te débrouiller. Et après tu vas te rendre compte que te débrouiller c'est bien pour toi. Maintenant, Trump, peut-être tu ne me l'as pas demandé, mais moi je savais qu'il allait venir. Il allait venir? Oui, je savais qu'il allait venir. Et quels sont les signes qui vous ont permis de détecter cela? Parce que le Parti démocrate, en fait, ils ont eu un problème. Leur candidat, qui est Joe Biden, c'était lui qui pouvait battre Trump. Et malheureusement, pour eux, à la dernière minute, il a fallu changer de plan. C'est comme quand vous voulez faire compétir 2 chevaux. 2 chevaux, vous voulez les faire compétir. Et à l'un des 2 chevaux, qui, à quelques mètres de la fin du parcours, se blesse. Il se blesse, il est obligé d'arrêter la course et vous remplacez ce cheval-là par un autre cheval. Souvent, ce n'est pas évident. C'était Trump qui était préparé, et c'était Joe Biden qui était prêt, qui était préparé. En principe, c'est lui qui, s'il n'avait pas de problème en fait, d'oubli un peu, il oublie un peu. Oui. Mais s'il n'avait pas ces problèmes-là, eh bien, je pense qu'il aurait pu quand même gagner face à Trump. La maladie d'Alzheimer. Voilà, bon, je ne connaissais pas très bien ça, la maladie. Et c'est lui qui pouvait en fait gagner. Bon voilà, maintenant, à la dernière minute, on s'est blagué, quoi. Les Américains se sont blagués, on a dit bon, on va chercher quelqu'un. Qui? On a cherché un pneu secours, c'était Kamala Harris, il fallait l'amener, il fallait qu'elle se batte, Mais dans les médias, et pourtant les médias l'annonçaient vainqueur. Oui, mais justement, souvent, c'est ce que je dis, les gens qui ne connaissent pas bien les médias, surtout les médias occidentaux, peuvent tomber souvent dans ces genres de pièges-là. Vous savez, les médias, c'est des outils d'influence. On vous met quelque chose dans la tête. Et lorsqu'on vous met la chose dans la tête, une fois que la chose elle est dans votre tête, eh bien, si la chose se produit, vous n'allez pas être étonné. Mais si elle ne se produit pas, c'est là que vous allez être étonné. Les médias nous ont préparés à aimer Kamala Harris. Les médias ont tout fait pour nous dire que c'est Kamala Harris qui va gagner. C'est elle la meilleure. Elle va battre Trump. Ils nous ont préparé à cela. Les médias nous ont préparé à cela.
Moi, je me rappelle que depuis l'instant qu'on a dit que Joe Biden ne pourra plus continuer à compétir, depuis qu'ils ont amené Kamala Harris, en principe, les médias devaient dire, oh là là, est-ce qu'elle va avoir beaucoup de chance? Elle a peu de chance parce que, voilà, d'abord, c'est une femme. Est-ce que les Américains ils sont prêts pour prendre une femme? Deuxièmement, elle n'a pas eu assez de temps. Elle n'a pas assez de temps. On était basé sur Joe Biden? C'est lui, notre candidat, c'est lui qu'on voulait. Malheureusement, à la dernière minute, on a pris quelqu'un d'autre. Est-ce que ça peut... En fait, en principe, les médias devaient aller dans ce sens, dire, ah, elle a très peu de chance. Maintenant, les médias n'ont pas... Ils ont fait fi de tout ça. Ils n'ont même pas voulu parler des faiblesses de Kamala Harris. Ils ont dit, c'est elle, c'est la meilleure, elle va gagner. Ça va bien se passer pour elle. Vous allez voir ce qui va se passer. Surtout avec l'alignement des personnes influentes telles que du monde du business, les artistes et autres. Bon, aux États-Unis, c'est tout le temps comme ça. Aux États-Unis, durant les campagnes, les hautes personnalités, les personnes influentes viennent toujours accompagner les candidats. C'est comme ça chez eux là-bas. Et ils ont mis Kamala Harris dans la tête des gens parce que les Européens, les médias occidentaux que nous on suit très souvent ici, ils ont mis Kamala Harris dans notre tête à tous. Mais moi, je savais que c'était pas facile pour elle de gagner face à Trump. Ouais. Donc les médias, c'est comme ça qu'ils font. C'est tout comme la guerre en Ukraine. Ils disent à tout le monde, écoutez, c'est Poutine qui est en train de tomber sur l'Ukraine. C'est pas l'Ukraine qui fait... L'Ukraine n'a rien fait de mal. C'est Poutine qui leur tombe dessus. C'est ça. C'est comme en Israël. Ils vous disent, en Israël, c'est les Israéliens qui ont raison. Ils ont raison. Même tout récemment avec les supporters à Amsterdam. Donc nous avons vu qu'il y a eu des images contraires, mais BFM TV nous a prouvé que ces supporters israéliens ont été agressés. Bon, je n'ai pas suivi ça. Ok. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les médias là, les grands médias là, il ne faut pas les croire. Lorsque les grands médias commencent à dire quelque chose, il faut t'intéresser à ceux qui ne disent pas. Ne les écoute pas, intéresse-toi à ceux qui ne disent pas. Ok, nous allons revenir. Lui, il est en train déjà de nous attendre. Lamine Sibi, nous avons vu lors de son campagne, Trump avait dit aux Occidentaux qu'il est temps que vous-même vous preniez votre sécurité en charge, que vous preniez en charge parce que vous vous cachez derrière nous pour bénéficier de notre influence. C'est fini. Qu'est-ce que vous en pensiez? Déjà, nous avons vu qu'il a été félicité par Macron. Zelensky, il a dit que la guerre d'Ukraine va prendre fin. Poutine, d'ailleurs, aussi l'a félicité. Bon, d'abord, le fait qu'ils disent aux Européens, maintenant, c'est fini, nous n'allons plus continuer de vous porter sur nos dos comme si nous sommes vos mamans et vous, nos enfants. C'est tout à fait normal parce que pour celui qui sait comment l'OTAN fonctionne, c'est les États-Unis qui est le financier de tout ce que l'Europe fait en termes de sécurité. Et même souvent en termes d'appareils, c'est les États-Unis qui viennent en renfort. Et donc l'Union européenne est toujours cachée derrière les États-Unis. Ça a été cette politique, ça a perduré dans le temps. Bon, maintenant, pour qui connaît un peu Donald Trump, son slogan c'est l'Amérique d'abord. Parce qu'il est le président des Américains, il a été élu grâce au suffrage direct et indirect des Américains. Et donc maintenant, c'est ce qui doit être fait dans tous les pays sans exception. Bon, maintenant, depuis ses premières 4 années, Trump il a été trop direct. Il dit tout ce que lui il va faire. D'abord, ça c'est chercher comment faire nourrir les Américains, chercher comment faire abriter les Américains, chercher comment donner du travail aux Américains et puis préparer l'avenir des Américains. Bon, maintenant, c'est que l'Union européenne coûte aux États-Unis. Les États-Unis, Donald Trump a fini par comprendre que les États-Unis ne gagnent pas trop en retombées par rapport à ce qu'ils dépensent. Et aussi, tous les noms des États-Unis sont entachés sur beaucoup de fronts grâce à des manigances ou peut-être à des entêtements de l'Union européenne à vouloir aller s'attaquer d'abord à la Libye ou bien à vouloir s'attaquer à tel pays. Donc les États-Unis, étant donné que dans les temps, ils étaient les gendarmes du monde, c'est eux qui décidaient qui doit être frappé, qui ne doit pas être frappé, qui est intouchable, qui n'est pas intouchable, tout ce qui va avec. Donc Donald Trump, comme il vous l'a dit, c'est quelqu'un, il est direct, il est entier, il est franc, il utilise le langage de l'homme de la rue, il s'en fout. Il ne dit pas que je suis un diplomate, je suis quand même le président des... Caresser les mots. Donc... Non, c'est un businessman. Un businessman, Trump ne vit seulement que pour de l'argent. Là où il y a son profit, il y va là-bas. S'il n'y a pas de son profit et qu'il dépense, il ne va pas y aller là-bas. Pensez-vous, il pense qu'il a estimé que la guerre d'Ukraine, c'est inutile, ça ne fait que coûter de l'argent. La guerre en Ukraine, elle est très coûteuse au niveau du contribuable américain. Parce que imaginez chaque fois Zelensky il débarque aux États-Unis, paf, il y a 200 milliards, il y a 100 milliards. Alors qu'au même moment, il y a des Américains qui meurent de faim. Au même moment, il y a des Américains qui dorment dehors. Au même moment, il y a des Américains qui se battent pour simplement avoir un boulot digne qui puisse les faire
vivre seulement. Alors qu'on prend de l'argent, on jette de l'argent quelque part parce que simplement on veut contrer la montée en puissance de Vladimir Poutine ou bien la reconstruction de la grande Russie comme dans les temps c'était avec l'Union soviétique. Donc ça sert à quoi? Même si aujourd'hui les États-Unis sont la première puissance mondiale économiquement ou bien peut-être sur le plan de la sécurité. À un moment donné, il faudrait que cela s'arrête. Maintenant, les États-Unis ont quoi à gagner à ce que l'Ukraine fasse partie de l'Europe? Qu'est-ce que les États-Unis vont gagner maintenant? Si pour un businessman, tant que lui il investit, il s'attend à ce qu'il gagne plus que ce qu'il a investi. Maintenant, ce que tu investis, si tu gagnes moins que ça, c'est une perte. Au même moment que le pays en a besoin. Mais pensez-vous réellement qu'il peut aussitôt mettre fin à la guerre d'Ukraine qui a duré plus de 2 ans? Vous savez, l'argent c'est le nerf de la guerre. Toute guerre est basée sur l'argent. Maintenant, s'il n'y a plus de financement, si les États-Unis ne donnent plus des centaines de milliards à l'Ukraine, si les États-Unis décident demain de ne plus fournir d'armes, quel est le pays en Europe qui puisse fournir d'armement à l'Ukraine? Quel est le pays, même l'Union européenne? Mais pourtant, nous avons vu des chars, des matériels de guerre français, allemands et anglais qui ont été saisis par voilà, la Russie, jusqu'à ce que la Russie même a mis ces armes-là au niveau de son musée. Oui, mais là, c'est une dizaine. Quand tu donnes 10 chars ou bien tu donnes 15, en tout et pour tout, lorsque tu as 20 chars et que tu en donnes 10 et que l'autre aussi en donne 5, vous vous rappelez, la dernière fois, on se rappelle que lors de la... Je m'excuse de prendre la parole, la guerre de la Libye, ça a duré 7 mois. Il y a l'autre qui l'a dit, il y a un candidat, il y a Zemmour qui l'a dit, Éric Zemmour l'a dit une fois sur un plateau et personne n'a contesté. Il a dit que la guerre de la Libye, elle a duré 7 mois. Sur les 7 mois, la France, le matériel que la France a amené pour combattre là-bas, le matériel n'a duré que 3 jours à peu près. 3 jours, ils ont utilisé le matériel français et au bout de 3 jours, ils n'avaient plus de munitions. Tout ce qu'ils avaient, ils ont tout bombardé, ils ont tout utilisé en 3 jours, 3-4 jours. Et tout était fini. Et le reste des 7 mois, c'est les Américains qui ont financé le reste. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est à peu près le même scénario auquel on assiste en Ukraine. Par exemple, quand vous me parlez de la France même qui ne parvient même pas elle-même se sécuriser. Maintenant, je me demande comment la France peut aider à long terme l'Ukraine. Si ça ne tenait pas que la France, si ça ne tenait seulement qu'à l'aide de l'Union européenne seulement vis-à-vis de l'Ukraine. Aujourd'hui déjà... Vis-à-vis de la Russie. Non, l'aide européenne, voilà. Au niveau de l'Ukraine, si ça ne tenait seulement qu'à cette aide, aujourd'hui, elle allait trouver que Zelensky même, il est devenu un citoyen russe. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, une fois que le financement est coupé par Donald Trump, mais c'est fini. L'OTAN, aujourd'hui, l'OTAN, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, qui finance? Avec les États-Unis. C'est les États-Unis. Maintenant, Trump dit, bon, moi, j'arrête parce que je ne gagne rien. Maintenant, au lieu de combattre la Russie, essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la Russie, parce que la Russie, aujourd'hui, est une puissance en montée. Est une puissance en exergue, donc en herbe. Donc maintenant, pourquoi combattre quelqu'un alors qu'on peut profiter de ce que la personne fait au niveau en termes de gaz, en termes de technologie et même autre. Même la Russie aussi, c'est un marché qui peut être ouvert aux États-Unis si toutefois on fait taire d'abord les armes et puis continuer de discuter et puis trouver des terrains d'attente afin que les deux puissent gagner au lieu qu'on continue de s'entretuer. Les États-Unis vont continuer de dépenser, l'Union européenne sera là simplement à crier. Et même pour l'histoire seulement, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il se cherche. Zelensky la félicité, cela veut dire que ce que Trump a dit, je veux mettre fin à la guerre. Est-ce que c'est une manière de dire que Trump, je suis pour votre approche? Non, au fait, aujourd'hui, Zelensky a plus besoin que la guerre s'arrête. Parce qu'au moins, la Russie continue de vivre, la Russie continue de faire ses business au niveau économique avec d'autres pays. Maintenant, aujourd'hui, Ukraine, qu'est-ce qui marche là-bas? Rien. Il n'y a rien qui marche. Et c'est le maillon faible, c'est l'Ukraine. Donc, celui qui a le plus d'intérêt à ce que les armes se taisent, ça c'est l'Ukraine. Maintenant, la question c'est comment est-ce que Donald Trump va procéder? Est-ce que Donald Trump sera du fait que, bon, ok, maintenant, Zelensky, tu arrêtes avec tes bêtises, maintenant la Russie, l'Ukraine appartient à la Russie, ou bien peut-être ils vont dire que, bon, ce qui est sûr et certain, Trump, une fois qu'il arrête le financement au niveau de l'Union européenne pour que l'Union européenne aide l'Ukraine, ce qui est sûr, l'Ukraine sera affaiblie et là, il y aura un terrain d'attente pour que chacun s'asseye et discute.
Parce que c'était Trump seul qui avait pu, à l'époque, quand il était président, avant 45e président, je pense bien, c'est lui seul qui a pu au moins échanger avec le président du Corée du Nord, afin qu'il essaie d'aller doucement avec son arme nucléaire, la fabrication de son arme nucléaire. Donc maintenant, je pense que pour l'Ukraine et pour la Russie, c'est bien. Et c'est bien même pour le monde. Ok, je te reviens. Alors, on a entendu parler Macron au lendemain de l'élection de Trump. Je pense que l'Europe a été surpris qu'il faudrait que nous arrêtons d'être des herbivores, que nous deviendrons des carnivores. Je ne sais pas si vous avez suivi son intervention. Oui, je l'ai entendu. Bon, en fait, il n'a fait que dire ce que les États-Unis leur ont fait, en fait. Parce que eux, en fait, il a fait savoir que nous sommes dans un monde où certains mangent, les gros poissons mangent les petits poissons. C'est ce qu'il voulait dire simplement. Oui. Les États-Unis les mangent eux. Eux aussi, ils mangent d'autres pays, tels que l'Afrique. Hein. Ils mangent les Africains. Les Africains, eux, ils mangent qui, quoi. Voilà. Et c'est ça. Donc, les peuples puissants, les pays puissants... Super puissants. Pays super puissants, voilà. Vivent des pays faibles. Et c'est ce qu'il a dit. Et il dit que bon, maintenant, il faut qu'on trouve un moyen pour que nous aussi, on puisse devenir des omnivores. Il dit qu'ils ne veulent même pas devenir des carnivores, mais des omnivores. Ah oui, les omnivores. Les omnivores mangent tout. Ils mangent les carnivores et les herbivores. Oui. Donc, c'est ça un peu, quoi. Bon, mais ça, c'est juste des mots. Parce que les États-Unis sont très puissants, toujours puissants. Même si, d'après les derniers rapports que j'ai quand même consultés, ils ne sont plus la première puissance économique. Hein. Mais ils sont la première puissance militaire, mais pas économique. Ça, c'est la Chine. Mais la deuxième puissance militaire, ça, c'est la Russie. Donc, la Russie et la Chine sont en train de talonner les États-Unis, à tel point que les États-Unis ils veulent tout faire pour chercher des partenaires qui puissent vraiment essayer de les aider à combattre ces deux forces montantes. C'est la raison pour laquelle les États-Unis sont en train de s'orienter un petit peu vers l'Australie. Ils sont en train de voir comment ils peuvent changer de partenaire, laisser un peu les Européens parce qu'ils sont faibles. Et ils sont en train de voir comment ils peuvent aller vers les Anglais, avec eux ils veulent faire beaucoup de choses, les Australiens. Ils sont en train de voir ici et là, quoi. Ainsi que les Canadiens aussi. Oui, ils sont avec les Canadiens déjà. Oui. Voilà donc pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Et le Moyen-Orient, il a dit aussi que la guerre Israël, donc il va essayer aussi de mettre fin à cela. Oui, Trump. Oui, bon, Trump quand même, il va continuer à soutenir les Israéliens. Hein. Il va continuer à les soutenir. Il va continuer à soutenir Israël. C'était un grand soutien d'Israël. Il faut quand même se rappeler que c'est dernièrement, il a vraiment, pendant qu'il était là, c'est lui qui a même fait, il a reconnu. Il y a une ambassade là, il y a une ambassade où c'est un consulat, je me rappelle plus très bien. Et des États-Unis qu'il a déplacé. Il a déplacé d'une ville israélienne à une autre ville. Là. Oui, de Tel Aviv à Jérusalem. Un truc comme ça. Jérusalem. Donc ça, c'était un signal fort qu'il a donné. Non, il soutient vraiment les Israéliens, il les soutient. Il va continuer à les soutenir. Bon, maintenant, dans ce soutien-là, je ne sais pas s'il va accepter que les Palestiniens continuent à mourir en grand nombre. Je ne sais pas, parce que les Palestiniens, c'est eux qui meurent beaucoup. Est-ce que ça va être le même type de soutien? Ou est-ce qu'il va appeler le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui dire bon, c'est bon, je vous soutiens, mais arrêtons de continuer à tuer ces pauvres gens. On ne sait pas comment ça va se passer. Je me demande vraiment comment il va régler ce problème. Je sais que ce serait plus facile de régler le problème ukrainien, à mon avis, hein, que le problème israélien, parce qu'il y a un lien très très fort entre les États-Unis et puis Israël, qui fait que ça va être difficile là-bas. Mais côté Ukraine, ça, je crois que ça c'est un peu plus facile. Et pour l'Afrique, il dit, pour son premier mandat, il dit que c'est un continent de merde. Non, voilà. Mais là, il ne l'a pas dit. Hein. Il n'a pas dit que c'est un continent de merde. Hein. Quand il était là avant, c'est la première fois quand il était président. Là. Oui, je sais que je suis en train de dire, lors de son premier mandat. Voilà. Sinon, là, quand même, il ne l'a pas dit. Non, il ne l'a pas dit. Mais c'est vrai, il a déjà dit que nous sommes des pays de merde. C'est ça. Et c'est ce qu'il pense. C'est tout. Il pense que nous sommes des pays de merde. Donc, c'est à nous maintenant de tout faire pour chercher à être souverain. Et puis essayer de développer nos pays sur le... Ça n'a pas un espoir pour le continent, pour l'Afrique? Non, mais attendez, mais Trump, il est élu pour les Américains. C'est comme si
Nous, on élit un président chez nous ici au Mali et les Américains vont se dire, ah non, il faut-il avoir espoir ou pas? Non. Trump, il est élu pour les Américains. Pourquoi s'attendre pourquoi s'attendre à quelque chose? Au vu du plan international, du plan mondial, donc maintenant, est-ce que l'AES, ça peut être un espoir pour l'AES de pouvoir, parce que, voilà, à la tête de l'administration américaine, ça a changé? Bon, peut-être que... Bon, d'abord, moi, ce que je veux que les gens comprennent, il ne faut pas qu'on s'attende à quelque chose des dirigeants des autres pays. C'est important. Il faut naître avec ça, grandir avec ça et mourir avec ça en tête. Et il ne faut pas s'attendre à ce que le président algérien fasse quelque chose pour le Mali. Mais la collaboration, il s'agit pas... Il ne faut pas attendre, faut pas qu'on attende des autres. Donc ça, c'est déjà un. Deuxièmement, par rapport à l'AES, le chemin que les dirigeants de l'AES ont pris, peut-être que Trump, le fait qu'il a décidé, parce que tout le monde le connaît, hein, le fait qu'il va pas trop être ami, il ne va pas trop aider l'Europe à continuer à avoir la mainmise sur les pays africains, voilà, c'est quand même sûr que Trump, il va, comme Lamine l'a dit, Trump, il dit American first. D'abord les États-Unis. Voilà, les autres pays s'en foutent. Maintenant, s'il n'aide pas ces pays occidentaux sur le plan militaire, sur le plan renseignement, sur d'autres plans, s'il ne les aide pas à continuer à dominer, nous, nos peuples, ça va nous arranger, évidemment, ça va arranger l'AES, mais pas seulement l'AES, ça va arranger le Sénégal, ça va arranger la Côte d'Ivoire, tous nos pays, parce que tout le monde sait qu'il y a des petits pays en Europe qui continuent à avoir la même mise sur les pays africains, tout le monde le sait. Et si ces pays s'affaiblissent, c'est ce qui va nous arranger, nous. Aujourd'hui, si l'Europe s'affaiblit, ça nous arrange quand même. Parce qu'au moins, ceux qui sont en train de faire pour essayer de nous déstabiliser, pour essayer de nous embêter, pour nous empêcher de faire ce qu'on veut, pour nous empêcher de devenir souverains, eh bien, nous, ça va nous donner un peu de temps, quelques années, au moins 4 ans, pour essayer d'avancer en attendant que les choses ne reviennent comme elles sont. Lamine, Trump parle du nationalisme américain. Les pays de l'AES aussi parlent du nationalisme de l'AES. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une très bonne future collaboration avec Trump en ce sens pour renforcer davantage les pays de l'AES? Bon, moi, je ne perçois pas ça. C'est comme si le même langage est tenu par un riche et par un pauvre. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même dimension. Ils n'ont pas le même état d'esprit. Les États Trump, déjà, le nationalisme American First, comme il vous l'a dit tout de suite en anglais, Trump est dans cette dynamique et les pays de l'AES se cherchent. Déjà, les États-Unis se sont trouvés jusqu'à ce qu'ils ont une place. Maintenant, nous, on se cherche. Donc, de toutes les manières, on ne va pas avoir la même perception des choses, mais nous n'allons pas continuer avec le même rythme. Mais ce qui pourrait être quand même un peu plus important, par exemple, le fait que les États-Unis essaient de se débarrasser de l'Union européenne, parce que nous savons tous qu'avant l'Union européenne, à travers la France, avait des mains mises sur beaucoup de pays africains. Mais aujourd'hui, cette influence européenne via la France est en train d'être détruite par des jeunes africains qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas directeurs nulle part, c'est juste des jeunes. La société civile. La société civile. Donc les États-Unis ont compris. Parce que pour venir en Afrique, les États-Unis étaient toujours derrière cachés, la France, derrière l'Union européenne avec leur influence. Mais maintenant que cette influence est en train d'être détruite, les États-Unis vont se dire, mais attention, si on ne s'arrête pas, ce qui arrive à l'Union européenne, finalement, ça va nous rattraper. Donc dès maintenant, on va se débarrasser de l'Union européenne. On va dire aux Africains, bon, maintenant, il n'y a plus l'Union européenne entre nous. Voici, nous sommes les États-Unis. Donc de venir négocier directement. Nous sommes là. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Donc en ce moment, en termes de renseignement, en termes d'aide financière, en termes d'équipement militaire qui était alloué à l'Union européenne, ça sera maintenant directement avec les pays africains. Sur ce plan, je suis d'accord, peut-être que l'AES, pas que l'AES seulement, tous les pays qui en ont besoin, tous les pays aujourd'hui qui sont des herbivores, qui sont en train d'être broyés. Ouais, parce qu'il y a de toutes les manières, le monde c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. L'Union européenne, si on retourne une centaine d'années en arrière, l'Union européenne était mangée. Mais après, par la suite, elle s'est retrouvée. Aujourd'hui, c'est elle aussi qui mange. Les États-Unis, c'est pareil. Parce qu'ils avaient été colonisés dans les temps. Mais aujourd'hui, c'est eux qui mangent. Donc, ça, c'est normal. C'est comme ça que la vie, elle est faite. Malheureusement, pour nous, aujourd'hui, c'est nous les herbivores. On ne sait pas manger autre que de l'herbe. Ah bon, tu nous qualifies d'herbivores? Parce qu'on est faible. Okay. Parce qu'on est vraiment faible. C'est comme la question que vous venez de poser tout de suite à Ayou, à savoir
qu'est-ce que l'Afrique peut s'attendre avec cette élection? Tu vois, déjà, cette mentalité d'assister, ce paternalisme que nous avons. Merci. Et même souvent, quand moi, dans les grains, dans d'autres débats, j'attends les gens, non, le fait que Trump vienne, l'Afrique, je dis non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que moi, je deviens demain milliardaire que forcément, toi, tu seras millionnaire. Hein. J'ai mon enfant. Je dois penser à l'avenir de mon enfant. J'ai ma femme que j'aime. Je dois penser à son avenir. Maintenant, quand je vais distribuer les millions à tous ceci, maintenant, c'est en ce moment que toi, ton tour arrivera. Et peut-être ça va trouver que moi, je suis plus milliardaire, je suis que millionnaire, quelques millions. Je dois manger ces quelques millions avant la fin de ma vie. Donc maintenant, toi, tu vas rester là dans l'espoir. Son tour ne va jamais arriver, en fait. Ça ne va pas arriver. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans le pays. Hein. Voilà, maintenant, c'est très important, comme il vous l'a dit, il ne faut pas qu'on s'attende à beaucoup de choses. Nous sommes dans un... Le monde, c'est un marché. Il y a moi qui viens avec mes trucs à vendre. Toi, tu as de l'argent à acheter. On négocie. Toi, moi, je peux décider de prendre un bic avec toi à 100 francs. Il va venir, bon, moi, comme ça, je ne te prends pas un bic à 100 francs, mais je te prends 1000 bics à 75 francs. Tu vas donner à qui? 100 francs pour moi ou bien 1000 à lui? Tu donnes 1000 à lui. Oui. Parce que déjà, ça, c'est de l'argent en quantité. Et moi, ça va être juste seulement un petit détail. Donc là, ça n'arrange pas. Maintenant, ok, en 15 secondes. En 15 secondes, c'est très, très important qu'aujourd'hui, l'Afrique, le continent africain, parce qu'on dit souvent que le continent africain est pauvre. Moi, je pense que nous ne sommes même pas arrivés au seuil de la pauvreté. C'est-à-dire, pour être qualifié de pauvre, il faut être d'abord. Et nous ne sommes même pas d'abord. Parce que l'Afrique manque de ressources humaines. Et seuls les hommes sont pauvres. Qualifiés. Qualifiés. Non, quand on dit ressources humaines, il s'agit de qualifier. Sinon, si, voilà. Déjà, nous devons travailler sur nous-mêmes. C'est bien de clamer le nationalisme, mais il faut poser des actes vers ce nationalisme. Il faut faire des sacrifices pour l'atteinte de cet objectif. C'est très, très important. Les États-Unis l'ont fait. Aujourd'hui, l'Europe pense qu'elle doit le faire. Et nous, déjà, l'Europe a été très claire, ils vont être des omnivores. Maintenant, nous, il faut qu'on soit plus que omnivores. Okay. Ou bien soit qu'on essaie de quitter les stades herbivores et devenir carnivores, après voir par la suite. Juste après cette déclaration, ils ont tenu une rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un nouveau plan qui est en marche ou bien c'est quoi? Non, bon, ouais, en fait, les Européens sont inquiets. Aujourd'hui, là où ils sont inquiets parce qu'ils savent que Trump est venu. Ils disent que Trump est imprévisible. Ils ont peur de ce qui peut se passer. Mais bon, après, il va falloir qu'on voie. Il faut que Trump vienne en janvier. Hein, vers le 20 janvier, je crois, il doit être investi. Bon, on verra bien comment il va se comporter, puisqu'il est imprévisible. Il peut aussi menacer, dire que je ne fais pas ça, mais il va continuer avec une certaine politique aussi, quoi. Il faut qu'on patiente de voir quand il va venir. Il est double de ça. C'est comme avec son histoire. Ok, merci. Ibou, rapidement, nous avons vu que Choguel a tenu une déclaration en ce qui concerne les médias qui ont été cherchés sur nous, que lui, il les écoute. Voilà, donc cela a un peu choqué une partie de l'opinion qui se pose la question pourquoi des médias qui ont été cherchés sur nous, tels que RFI, France 24 et autres, nos autorités continuent à les écouter tels que Choguel Kokalamaï. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, moi, en réalité, je n'avais pas bien écouté ce que lui-même il a dit. Mais après, j'ai lu dans Jeune Afrique. Jeune Afrique, je crois, j'ai lu parce que moi, je les surveille aussi. Moi, je les suis beaucoup. Et quand j'ai lu, ils ont dit que le Premier ministre a dit qu'il suit les médias occidentaux pour savoir ce qui se passe chez lui. Ou bien pour savoir ce qui ne se dit pas chez lui, un truc comme ça. C'est ce qu'ils ont dit, quoi. Oui. Donc, j'ai cru comprendre que peut-être la manière dont le Premier ministre il l'a dit, peut-être que la manière... peut-être que c'est... L'approche, quoi. La manière n'a peut-être pas été bien dite, en fait. Oui. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que je me dis que, en fait, sans que je ne sache que le Premier ministre était en train de les suivre, moi-même, je les suis, en fait. Et pourquoi? Moi, je les suis et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui les suivent. Parce que pour combattre ton ennemi, il faut le suivre. Si tu veux combattre ton ennemi, quelqu'un qui te veut du mal, il faut savoir ce qu'il prépare. Il faut savoir ce qu'il dit. Mais l'ennemi n'est plus sur le sol et non. On les a cherchés. Une partie de l'opinion pense ainsi. Mais quelqu'un qui veut te faire du mal, il n'a pas besoin d'être chez toi ici forcément. C'est quand même clair. Quelqu'un qui te veut du mal, il n'a pas besoin d'être là présentement physiquement. Il peut t'envoyer un missile. Le missile va venir te chercher ici. Mais pourtant, lui, il n'est pas là. Il peut t'envoyer un drone. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est ce que le Premier ministre voulait dire. À mon avis, il voulait dire que, bon, voilà, on les a interdits parce qu'on ne veut pas qu'ils continuent à influencer nos peuples avec leur désinformation. Hein, mais
Quelques personnes continuent à les suivre, notamment lui, et comme moi aussi je le suis, comme certaines personnes les suivent, pour savoir ce qu'ils disent. Comme ça, quand ils vont dire quelque chose qui est faux, vous sortez pour démentir. Mais si tu ne sais pas ce que le monsieur il dit, vous les avez fermés. Pour le peuple ou pour l'opinion ailleurs? Parce que vous dites que vous sortez pour démentir. Et pourtant, le peuple est là, oui, ils n'émettent plus. Mais pour le peuple et pour les gens de l'extérieur. Pour tout le monde. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, sauf ceux qui ne savent pas comment les médias fonctionnent. Et moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens savent comment les médias fonctionnent. On a vu la désinformation des médias par rapport à l'affaire de l'Ukraine. Par rapport à Israël, on a vu. Par rapport aux médias russes, tous les médias russes, on les a fermés en Europe. On les a fermés en Europe, mais les Européens continuent à collaborer avec Poutine. Ils se parlent, ils s'appellent, et puis ils suivent ce que les médias russes disent. En fait, le système des médias est très simple. Les médias, on les installe, ils passent des messages pour essayer de tromper vos peuples. Ils racontent, ils font de la désinformation, ils racontent plein de bêtises sur par exemple, vos dirigeants ou bien sur votre armée. Je te donne un simple exemple. Quand tu écoutes RFI ou France 24 ou TV5, etc., souvent ils disent « Ah, l'armée malienne, elle est partie dans tel village, ils ont tué tout le monde. » Quand un média passe son temps à dire cela, ils ne cherchent même pas la vraie information. Quand on leur pose la question « Mais d'où vous tirez votre information ?» « Ah non, non, on a demandé à un Malien. » Le Malien auquel ils ont demandé, c'est peut-être même un terroriste. Peut-être même qu'ils ont demandé, ils ont posé la question à un terroriste. Et si ce terroriste-là dit oui, effectivement, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Voilà, et donc ils vont rapporter les propos d'un terroriste puisqu'ils ont l'habitude de rapporter les propos des terroristes. Ils vont interviewer les terroristes. Ils sont amis avec eux. Bon, maintenant, ils leur tendent le micro. Ce que ces gens ils disent, eh bien, c'est ça qu'eux, ils prennent comme argent comptant. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle c'est important que des médias comme ça, qui passent leur temps à diffuser des mensonges, il faut les fermer. Une fois que vous les fermez, la grande partie de la population ne va pas continuer à entendre la désinformation. C'est un déjà. Maintenant, c'est important aussi que, notamment les services de renseignement, ou bien que certaines personnes dans le pays, notamment ceux qui développent des arguments contre eux, continuent à les suivre pour savoir les mensonges qu'ils vont proférer. À chaque fois qu'ils vont commencer à mentir sur certaines situations, vous sortez, vous dites « Ah, attention, l'autre jour, on a entendu les médias occidentaux qui continuent à diffuser. Ils ont dit ça et ci et ci. Par rapport à ça, c'est vrai. Mais par rapport à ça, ce n'est pas vrai. » Moi, je pense que c'est ce que le Premier ministre voulait dire. Bon, après, c'est lui qui sait exactement ce qu'il voulait dire. Mais moi, personnellement, moi, je les suis pour ça. Pour que, à chaque fois qu'ils mentent, à chaque fois qu'ils profèrent des mensonges ou qu'ils essaient de désinformer par rapport à notre armée, hein, eh bien, c'est important qu'on sorte pour dire « Ah, attention, ils ont dit ça, que l'armée malienne a fait ça, ou bien l'armée burkinabé est partie dans tel village, ils ont tué un tel, ils ont tué un tel. » Ce n'est pas vrai, ce sont des mensonges. C'est un petit peu comme ça. Justement, c'est ce que le Premier ministre aimerait dire. Il a fait savoir qu'il les écoute pour pouvoir aussi prendre des décisions qui s'imposent. Donc, ça va de pair avec votre argument. Alors, Lamine, vous avez, je pense bien, vous avez suivi l'intervention de Dr Choguel Kokalan, le PM. Il dit qu'il écoute les médias qui ont été cherchés chez nous et pourtant, d'aucuns aussi critiquent un de nos anciens responsables, notamment Moussa Mara, de son passage en France. Il est passé sur le plateau de TV5. On l'a traité de façon d'Indjou, c'est-à-dire qu'il y a un apatride. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, je vais commencer par Mara. Je pense que Mara a tout à fait le droit de passer sur n'importe quel... Et pourtant, l'opinion ne comprend pas cela. Bon, souvent, c'est ce que l'opinion comprend ou bien ne comprend pas. L'opinion, c'est la foule. Bon, on n'a pas besoin de savoir ce que la foule pense. Sinon, si c'est ce qu'il faut suivre, la foule, ça t'induit en erreur. Ça, c'est logique. Tous les dirigeants, tous ceux qui sont censés diriger un jour, si tu te fies à ce que la foule pense... Mais pourtant, les dirigeants les écoutent deux fois. Non, les dirigeants ne les écoutent pas. L'opinion? L'opinion, non. Les dirigeants voulaient faire quelque chose. Les dirigeants mettent des stratagèmes en place pour maintenant acquérir l'opinion à sa cause. Et puis après, l'exécute. Donc en ce moment, ça passe. Il y a beaucoup, ça dit, toutes les bonnes décisions sont des décisions en général impopulaires. Tous les pays qui sont avancés, qu'on prend comme exemple aujourd'hui en termes de développement, en termes de réussite, ces pays, c'est à la base des décisions impopulaires.
les États-Unis, l'Europe, même les pays en Afrique qui sont là. Par exemple, regarde chez Paul Kagame, quelqu'un qui a tué toute ta famille. Paul Kagame, il vient après la guerre, il dit, bon, c'est vrai, c'est lui qui a tué toute ta famille, mais c'est interdit que tu le tues, on ne va pas le tuer, on va travailler avec lui. Tu penses que ça, c'est une décision qui est populaire? Non, c'est impopulaire, mais c'est ce qui a fait aujourd'hui le Rwanda. Maintenant, Mara, il a tout à fait le droit de passer sur n'importe quel plateau qu'il veut, il dit ce qu'il pense. Maintenant, après, c'est un homme politique, c'est un cadre, il est mature, il est mûr. Donc, il va en assumer les conséquences. Et pourtant, on l'a traité d'apatride. Est-ce que le fait de passer... Et pourtant, un de nos ministres, notamment le ministre des Affaires étrangères, a accordé une interview à Rufus, a trouvé que déjà, oui, elle n'était plus sur le sol. Oui, raison pour laquelle je t'ai dit souvent ce que l'opinion pense. Si tu veux être dirigé, il ne faut pas toujours te fier à ce que les gens aiment aujourd'hui. Parce que ce que l'opinion pense est relatif souvent. Ça dépend de ce qu'elle veut aujourd'hui. Et demain, si ça change, c'est la même chose. Si on revient un peu en arrière, le PM aujourd'hui qui est beaucoup acclamé, il fut un moment où il était vraiment... On lui jetait des pierres. Mais ça va, il est là. Aujourd'hui, c'est un des tenants de la transition malienne. Sans Choguel aujourd'hui, la transition malienne, je ne dirais pas que ça n'existerait pas, mais il a apporté beaucoup plus. Donc je dirais simplement, si le fait de passer sur un plateau, si c'est interdit, il faut que ça soit notifié. Bon, je ne pense pas sur quelle base cette notification sera faite. Maintenant, traiter les gens de façon d'Indjougou, de façon d'Inuma, c'est juste dans le temps. Okay. Ça va, voilà. Mais le fait de suspendre ces chaînes et ensuite les écouter, qu'est-ce que vous en pensez? C'est là où moi j'ai été vraiment ébahi, j'ai été interloqué, je me suis dit, mais je comprends rien. Tu écoutes RFI chez toi, tu écoutes France 24 comme chez toi, comme beaucoup d'autres Maliens, comme il vous l'a dit, parce que moi je connais d'autres personnes aussi qui le regardent. Souvent il m'arrive aussi via YouTube de jeter un coup d'œil sur ce que France 24 dit, ainsi de suite, comme beaucoup de Maliens le font. Maintenant, je me pose la question que moi je me pose, pourquoi Choguel a amené ce débat-là dans le public? Pourquoi? Quel était l'intérêt? Et le jour même où la première fois il a dit que je les écoute, ce n'était pas une rencontre avec les médias, c'était une rencontre avec certaines personnes avec qui il a eu à faire des travaux. Et maintenant, pourquoi il vient dire ça devant le public? Quel était le message qu'il voulait lancer en ce moment? Parce que si c'était devant la presse, moi je pourrais comprendre. Peut-être devant un Bandjougou Danté, devant la HAC, devant AMTP, il dit ça, je comprends. Mais ce n'était pas le cadre. Maintenant, quel est le message caché derrière? Est-ce que c'est une manière de préparer l'opinion peut-être aussi à dire qu'aujourd'hui, oui, on a droit à écouter tout ce que ces gens-là disent? Ou est-ce que c'est trop? Ou bien Choguel en a besoin pour véhiculer d'autres messages? Mais au-delà de tout ça, peut-être l'argumentaire pour dire que ceux qui prennent les décisions peuvent l'écouter et pas nous. Maintenant, si eux, ils peuvent écouter pour prendre des décisions qui vont engager nous, nos futurs, le futur de nos enfants, il faudrait que nous aussi, on ait accès à ces mêmes informations qu'ils demandent ou bien sur la base desquelles ils prennent leurs décisions pour que nous aussi, nous comprenions cette prise de décision et puis pour pouvoir les évaluer. Mais est-ce que nous avons tous la même faculté de discernement? Iboussi l'a noté au passage. Et voilà, certaines personnes l'écoutent. Je pense bien, c'est un peu les élites, les personnes bien avertis. Est-ce que vous pensez que si on essaie de mettre ça à la disposition de tout un peuple, est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions? Il faudrait en ce moment qu'il retouche la Constitution pour dire qu'il y a juste une partie de Maliens qui a droit à être informés, les autres n'ont pas droit à être informés. Mais parce que Iboussi a parlé de désinformation. Oui, mais ce que toi tu appelles désinformation, c'est une information pour l'autre. Et il n'y a jamais d'information innocente. Moi, je ne suis pas expert de la communication, mais je suis sûr d'une chose, il n'y a jamais d'information innocente. Donc, moi, je peux dire tout de suite que X a volé le dernier public. Oui, pour moi, peut-être toi, tu vas penser que c'est une information qui est bien, c'est bien fondé, mais il faut penser à sa famille, il faut penser à ses descendants, il faut penser à ses collègues. Ça détruit des familles. Ça, c'est l'information. Et c'est comme ça, c'est une arme de guerre. Maintenant, si toi, tu ne veux pas qu'on me manipule, tu m'interdis d'écouter Ibou. Maintenant, qu'est-ce qui me prouve que ce que toi, tu me dis, ce n'est pas pour me manipuler? C'est pour que tu puisses m'avoir à ta cause. C'est pour que je puisse accéder à ce que tu veux faire. C'est pour que je sois d'accord avec toi. C'est ça. Si c'est pour prendre des décisions, il faut donner la latitude à tout le peuple d'écouter aussi pour comprendre votre prise de décision. Parce que depuis que... En 30 secondes. Depuis que ces chaînes-là sont suspendues au Mali, moi je me rappelle, presque toutes les grandes décisions prises, si c'est prise aujourd'hui et puis énoncé aujourd'hui, il suffit juste de 2 jours, 3 jours pour que le peuple commence à douter de cette décision prise. Parce que,
l'unité de mesure, ça c'est par rapport à ce que l'autre dit. Maintenant, je suis d'accord que Choguel puisse écouter, il en a les moyens, qu'il laisse à nous aussi d'écouter. Maintenant, imaginez que c'est moi qui étais sorti pour dire que j'écoute fièrement France 24 et RFI. Je pense que ça allait être comme ça. Maintenant, il ne faut pas deux catégories de citoyens dans un même pays. Ok, mais Ibou, est-ce que vous partagez voilà, cet avis de Lamine qui pense que si les autorités écoutent, on doit mettre à la disposition de tout un peuple ces informations et de ne pas les priver, que c'est la constitution qui garantit cela? Non, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, les autorités, pour moi, n'écoutent pas, mais elles surveillent. Des fois, il y a des choses... Quand, par exemple, tu es responsable, par exemple, toi, tu es responsable de ta famille, il y a des choses, tu ne veux pas que ta famille elle le sache. Tu surveilles. Et par rapport à cela, eh bien, tu essaies de voir, selon toi, à quel moment tu peux voir, tu vas choisir un moment pour voir si à tel moment ou à tel moment, tu peux faire en sorte que ta famille elle soit au courant de cette information ou pas. C'est-à-dire, eux, tout comme moi, je surveille ces chaînes-là. Je ne les écoute pas parce que je n'ai pas d'informations, non. Et je sais que le Premier ministre, à mon avis aussi, hein, peut-être qu'il a fait une erreur de communication sûrement, parce que lorsque j'ai appris qu'il a dit, et là, comme je le répète, hein, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais j'ai vu écrit ça, on me dit qu'il a dit qu'il les écoute pour prendre certaines décisions. Bon, ça franchement, je pense que ça, c'est des choses qui ne doivent pas se dire, quoi. Parce que si, on ne prend pas des décisions en fonction de ce que ceux-ci ils vont dire. Hein. Mais ce que je veux dire, à mon avis, il les surveille tout comme moi, tout comme beaucoup. Parce que ces gens n'informent pas, ils désinforment, ils mentent. C'est des menteurs. C'est les gens qui utilisent les médias comme armes de guerre, comme armes destructrices. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas que les Russes continuent à émettre chez eux. Ils continuent, les dirigeants européens qui ont pris la décision de supprimer toutes les chaînes russes d'Europe, continuent à collaborer avec les Russes. Ils font tout avec Poutine, ils discutent, ce qu'il y a lieu de faire, ils le font, ils se rendent visite parfois de temps en temps. C'est un peu tendu. Mais pourquoi ils ne veulent pas que les Russes continuent à émettre? Parce que, en fait, eux, ils sont en guerre contre les Russes. Ils sont en guerre contre les Russes. Et il y a des choses que les Russes vont peut-être dire, hein, qui vont faire en sorte que la population européenne, ils vont voir, en fait, une autre manière. Une autre manière cachée, quoi. Une autre manière de traiter les informations. Oui. Bon, chez nous ici, si par exemple RFI et France 24 étaient de bonne foi, et puis démontraient par exemple que nos autorités, ce qu'elles faisaient par rapport à certaines choses n'était pas bien. Par exemple, si par rapport à la crise de EDM, par exemple, je donne un exemple, par rapport à la crise EDM, si RFI et France 24 faisaient des enquêtes vraiment saines, mais très saines, et nous montraient que bon voilà, le véritable problème de EDM c'est ça. Moi par exemple, ça c'est des choses que je vais écouter. Parce que ça c'est de l'information, je vais écouter. Mais lorsque par exemple, l'armée malienne elle est en train de se battre, parce que c'est principalement par rapport à l'armée qu'ils ont été fermés. Ils ont été fermés par exemple dans pratiquement tous nos pays, hein, c'est par rapport pratiquement à l'armée. À 98-95%, c'est les problèmes liés à l'armée. À chaque fois que nos militaires sont sur les théâtres de guerre, ils font la guerre. Quand ils réussissent à neutraliser les terroristes, ceux-ci, ils sortent pour dire « Ah, ils sont en train de tuer les Peuls. Ils sont en train de décimer les Peuls. Ils sont en train de décimer les Touaregs. Ils tuent les femmes, ils tuent les enfants. » Voilà. C'est ça le problème. Si c'était de bonne foi, on vient, on écoute les deux côtés. On vient, on écoute ce qui s'est passé. On demande à l'armée malienne, voilà, on veut aller avec vous aussi, ici et là pour voir ce qui s'est passé. Si c'est de bonne foi, les gens vont dire, ah non, réellement, ça a été juste. Mais ils sont injustes dans le traitement de l'information. Et c'est ça le problème en fait. C'est la raison pour laquelle, avant que leur arme de guerre, qui est le média, ne détruise ton pays, parce que les médias peuvent détruire un pays, avant que ça ne détruise carrément ton pays et que ça ne gâche la réputation de ton armée, il faut les arrêter très rapidement. 15 secondes. Voilà. Donc, à mon avis, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Bon, après, si tu vois à un moment donné que c'est bon, maintenant, ils ont compris les choses, ils sont en train de traiter les informations de manière professionnelle, etc., là, on peut comprendre. Regarde, pour sortir, la dernière fois, lors de l'attaque de Bamako, il faut voir, il y a un journaliste de France 24 qui, avant l'attaque, il est en contact avec les terroristes. Pendant l'attaque, il est en contact avec eux. Après l'attaque, il est en contact avec eux. Il les interviewe. L'autre jour, on les a vus encore aller interviewer encore d'autres terroristes. Bon, donc du coup, tu comprends que
Ce n'est plus de l'information qu'ils veulent donner. Ils s'acharnent contre les autorités. Et ça devient de l'acharnement. Bon, quand tu t'acharnes et que tu commences à devenir comme ça, ce n'est plus du média, quoi. Ce n'est plus des médias, mais c'est pour en fait perturber la quiétude de nos pays. Donc on te ferme en attendant, mais on continue à te surveiller. Ok, Lamine, mais est-ce que vous dites que, par exemple, qu'on doit voilà, permettre à tous nos concitoyens de les écouter si nos autorités les écoutent? Et pourtant, Ibou dit, ce n'est pas de l'écoute seulement, mais c'est de la surveillance. Mais pensez-vous réellement que nos concitoyens ont cette capacité aussi de les surveiller, hein, même tout en les écoutant? Bon, je pense que pour mettre en nuit ce que France 24, TV5 Monde, tous ceux qui sont sanctionnés, soient mis à jour, ce n'est pas les autorités qui l'ont fait. C'est la société civile. Et cette société civile, elle existe encore. Ibou, aujourd'hui, il en fait partie. Depuis le moment où les autorités étaient pour. Ibou faisait partie de ceux qui disaient que ce que ceux-là disent là, ce n'était pas vrai. Mais finalement, le temps a donné raison à ceux qui pensaient cela. Maintenant, que les autorités, pas les autorités, Choguel l'écoute, et puis d'autres personnes aussi, elles l'écoutent pour des prises de décision, pour s'informer, ou pour être au courant de ce qui se passe dans les pays que lui, il ne sait pas. Maintenant, ce qui veut dire qu'en quelque sorte, il y a une partie, il y a des informations que RFI donne, moi je suis d'accord, ce n'est pas peut-être ce que moi j'aurais aimé entendre. Par exemple, vous avez parlé de EDM, EDM ce n'est pas le problème de RFI. Peut-être que par rapport à ce qui se passe, les opérations militaires, moi, peut-être les exactions et puis consorts, ce n'est pas seulement que France 24 et RFI. On a vu même des Maliens ici qui nous ont dit via les réseaux sociaux. Ils les ont dit avec des preuves étayées. Maintenant, les enquêtes et puis consorts, on ne sait plus où en sommes-nous. Je ne suis pas que ce que disaient ces chaînes-là était vrai ou pas. Moi, ce n'est pas trop mon problème. Maintenant, toi qui écoutes l'information, quelqu'un nous écoute tout de suite. Il a le choix de croire à ce que moi je dis. Peut-être même s'il croit à ce que moi j'ai dit, c'est parce que c'est ce que lui il voulait. Si on est dans une situation normale et pourtant il n'y a pas une question de situation normale, il n'y a pas de situation anormale. Il a évoqué la colonne vertébrale de la nation, du pays, qui est l'armée. Si on s'attaque à l'armée, est-ce que cela ne va pas, voilà, l'affaiblir? S'attaquer à l'armée, ça veut dire quoi? Concrètement. En 30 secondes. S'attaquer à l'armée, si penser que, dire que l'armée a commis des exactions, si c'est ce qui, entre guillemets, équivaut à s'attaquer à l'armée, j'ai dit qu'il y a des concitoyens maliens qui les ont dit. Ça a été fait ici même. Maintenant, revenons un peu Bounty. Il faut qu'on dise quand même aussi que ces chaînes-là, à un moment donné, ils ont mis des trucs qui étaient vrais. Quand ils ont parlé de Bounty, tout le monde les a insultés, mais finalement, qui a eu raison? Les autorités ouvertes ces chaînes-là. C'était ces chaînes-là. Maintenant, le reste, il y a eu des enquêtes ouvertes, comme ils ne sont pas là, il y a des enquêtes ouvertes, on ne reçoit qu'une seule partie de l'information. Et maintenant, si tu n'as pas l'autre version de l'information, ça va être très compliqué. Maintenant, le cas de l'Ukraine, par exemple, le fait que les chaînes russes soient coupées en Europe. Maintenant, quel est l'argumentaire développé par ces chaînes qui ne se dit pas sur les chaînes européennes aujourd'hui? Vous pouvez imaginer une seule seconde qu'un dirigeant de la France intervient sur une chaîne privée au Mali pour s'attaquer aux autorités, que ces chaînes-là vont continuer d'émettre normalement pendant un mois. On a vu des chaînes qui ont été suspendues pour moins que rien que ça. Maintenant, même pour cela, quand Abdoulaye Diop a passé sur France 24, l'intégralité a été diffusée. Ça a été diffusé ou pas? Choguel, quand avec Alain Foucault, l'intégralité a été diffusée. Maintenant, maintenant il y a dans tout média, il y a une ligne éditoriale qui est là. Par exemple, aujourd'hui, la manière dont ORTM travaille, la manière dont nous travaillons, ce n'est pas la même chose. Nous, vous pouvez venir vous critiquer tout de suite les autorités. Nous, on passe, mais ORTM n'a pas ses droits. Okay, maintenant, chacun suit une ligne éditoriale. Maintenant, c'est que je termine, là où je vais terminer, je dis simplement, si X ou Y, quel qu'en soit le poste qu'il occupe, a le droit d'écouter des informations pour s'informer sur d'autres chaînes qui sont suspendues, je pense que tous les autres aussi en ont besoin. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin de ces informations pour pouvoir diriger, orienter leur business. Ok, merci beaucoup. Ibou, nous allons passer à notre troisième sujet. Oui, mais avant d'aller là-bas, ce que moi je dis, par exemple, tout de suite, Lamine a dit quelque chose qui est important. Il dit que, par exemple, que l'interview de Abdoulaye Diop, l'entretien de Abdoulaye Diop sur RFI est passé. Oui. Oui, ça s'est passé pourquoi? Parce que ça va à notre faveur. Ça va, on utilise les médias occidentaux pour passer nos informations. Parce qu'ils ont une grande audience, mais on ne va pas accepter. Ils n'ont pas censuré.
Non, on ne censure pas ça. On tapait sur la France. Oui, bien sûr. On a tapé sur la France, mais oui, bien sûr. ça a été accepté sur une chaîne qui est censée ne pas non, bien sûr, bien sûr. On les utilise. En Bambara, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs médias, là, leur audience, si on doit l'utiliser à la faveur de notre pays, on l'utilise. Mais si on doit laisser leurs médias désinformer les gens, hein, et puis démoraliser les troupes ou bien porter des mensonges sur l'armée en parlant d'exactions alors qu'ils n'ont pas amené de preuves, ça, on ne peut pas accepter cela. Mais c'est ça. Il ne faut pas chercher à être juste. Par exemple, quand il dit cela, moi, j'ai intervenu sur RFI. Mais pourquoi RFI a arrêté de m'appeler moi? Parce qu'ils ont vu que moi, j'utilisais leurs médias contre eux-mêmes. Mais ils ont arrêté. Pourquoi? Vous l'avez fait combien de fois? Pourquoi ils ont arrêté? Plusieurs fois. Pourquoi ils ont arrêté? Mais parce qu'ils ne me connaissaient pas au départ. Au départ, ils ne me connaissaient pas. Mais au fur et à mesure, quand ils ont compris qui c'était celui-ci, ils ont fait des investigations et ils ont compris, ils ont dit non, lui, si on continue à le faire, à le laisser parler sur nos médias, il va aller à contresens, de ce que nous on dit. Parce qu'eux, ils sont en train de construire quelque chose. Ils construisent, c'est un empire de mensonges. Ils construisent, et moi, je déconstruis ce qu'ils disent. Et moi, j'ai utilisé leurs médias contre eux. Ils ont arrêté de m'appeler. Pourquoi ils n'ont pas continué à m'appeler? Donc, c'est ça. On utilise leurs médias si ça nous arrange. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit que le président Moussa Mara, il était sur TV5. Mais c'est bien. C'est bien d'utiliser leurs médias pour passer un message, oui. Mais, dès l'instant que le message il va contre ton pays, ah non, tu bloques. Et c'est comme ça. Eux aussi, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils agissent. Bon, maintenant, il y a une autre partie qu'il a eu à dire, quand même. Mais c'est comme ça qu'ils agissent. Donc, on agit comme ça aussi avec eux. Pourquoi nous, on va accepter, par exemple, que eux, ils passent leur message de destruction, de mensonges sur leur... Ils passent leur message, et nous, on ne peut pas utiliser leurs médias à notre avantage. Donc, Diop a utilisé leur message à son avantage. Mais pour finir, tout à l'heure, il a dit un petit point. Là, quand même, moi, il a dit qu'il y a les Maliens qui ont accusé l'armée d'exaction ici. Mais moi, je n'ai pas eu de preuves. C'est facile de dire, l'armée a tué un tel, a tué un tel. Oh, ok, d'accord. Mais après, il faut les enquêtes. Pour établir des exactions, des meurtres d'une armée, il faut des preuves. Ce n'est pas juste quelqu'un est venu dire quelque chose. Une simple déclaration, on a appris ça. Quelqu'un va se lever, va dire, on a tué un tel. Attention, il faut faire des enquêtes. Et les enquêtes, ça prend du temps. Et lorsque quelqu'un vient dire, oui, il y a telle armée qui a fait ci, faire ça, et que vous pensez que systématiquement c'est vrai, non. Il faut des enquêtes, vérifier. Et ça n'a jamais été fait. Combien d'enquêtes ces 5 dernières années ont abouti? On va clore. Les enquêtes, on va clore. Tout ça, c'est autre chose. Mais accuser l'armée. Celui qui est accusé, c'est celui qui doit mener les enquêtes. Non. Accuser l'armée quand même. On va clore ce chapitre. Mais accuser l'armée quand même d'exaction et dire qu'ils l'ont dit. Vos opinions sont comprises. Moussa, vos opinions sont dangereuses. La seule fois où vos opinions sont comprises. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est dangereux. La seule fois où les enquêteurs, comment je vais dire, les enquêteurs privés, j'ai un peu indépendants ont été engagés, il a été avéré qu'il y a eu exaction. La seule fois où ça a été accepté. Et c'était Bounty. Hormis cela, toutes les autres enquêtes sont menées par des gens qui détiennent... Il faut rappeler à Bounty, ils ont bombardé les... Non, je ne vais pas rentrer... C'était un mariage. Non, je ne vais pas révéler... Non, pour nos internautes. Oui, pour les gens qui nous suivent. Pour les internautes, les autorités politiques et militaires ont démenti. C'est que ces jours-là, France 24 et RFI ont annoncé. Après des enquêtes, c'est bon, c'est compris. Vos opinions sont comprises. On va clore ce chapitre. On n'a pas assez de temps. On va aller pour le troisième thème. Ibou, rapidement, les chefs d'état-major général des armées des pays de l'AES se sont rencontrés. Pouvez-vous nous dire la suite de cette rencontre? Qu'est-ce que ça présage? Bon, pratiquement, ils n'ont rien dit, hein. Ils ont dit qu'ils se sont réunis, c'est pour essayer de mettre un plan de sécurisation entre les pays de l'AES. C'est ce qu'on a appris, et on n'a rien d'autre appris. Et pourtant, elles mènent déjà des opérations déjà. Peut-être qu'ils veulent faire quelque chose de plus, peut-être qu'ils veulent trouver un moyen pour... Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis resté sur ma faim, parce qu'on a vu que les chefs d'état-major général des armées étaient là, c'est vrai, certes, mais bon, après, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire au juste? Ils vont mettre un plan pour essayer de bien sécuriser les pays de l'AES. Mais après, on n'en sait pas plus. Certainement, c'est top secret, ça fait partie de la stratégie militaire. C'est l'armée, c'est la grande muette, c'est les secrets. Elles sont déjà sur le terrain. Moi, je souhaite seulement qu'on puisse
on puisse véritablement sortir de ces tueries qui se perpètrent, qui se font tout le temps. Certainement. Par exemple, au centre. Oui, sur le territoire, c'est même pas seulement au centre. Les villages se déplacent. Oui, partout, quoi. Un peu partout, en fait, dans l'AES, un peu partout dans l'AES, les gens ils peuvent sortir à tout moment, agresser des gens et puis repartir. Dernièrement, il y a 2 avocats qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Heureusement qu'ils ont fait 2-3 semaines après, on les a laissés partir. Donc, partout sur le territoire de l'AES, ils peuvent agir, en fait. Hein? C'est vrai que quand on prend la région de Bandiagara, oui. Là, c'est assez grave quand même. C'est assez grave. Oui. Les populations c'est très grave là-bas. Et je crois que l'armée le sait, les gens le savent, voilà. Mais quand même, dans l'AES, il faut qu'on puisse quand même trouver véritablement une solution. Et puis, je profite de l'occasion pour dire qu'ils sont maintenant en train d'aller au Bénin aussi. C'est vrai, ils attaquent le Togo de temps à autre, mais il y a le Bénin aussi qui s'en progressivement, ils s'installent. Ils vont au Bénin aussi, et puis ils commencent à frapper, ils prennent position. Donc, franchement, c'est assez compliqué. Lamine, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Nous avons vu qu'il y a eu des opérations à succès en ce qui concerne ces 3 forces conjointes, notamment à Douanzan, dans la commune de Monoro, un des villages, de localité de cette partie. Ils ont eu à neutraliser pas mal des terroristes, notamment un des chefs terroristes à l'époque. Il y a juste quelques semaines de cela. Bon, je ne saurais me baser seulement que sur ce qui s'est passé à Mondoro pour pouvoir... non, juste ça, c'est récent. Oui, je sais. Pour apprécier ce qui se passe, je préfère attendre d'abord parce que à ce stade, l'armée, c'est pas trop moi j'aime pas trop me mêler de ce que l'armée fait parce que j'essaie de jouir de cette liberté d'esprit, d'analyse et d'expression que j'ai. Maintenant, concernant l'armée, c'est un peu plus compliqué. L'armée, c'est pas comme le pouvoir politique, mais c'est que les chefs d'état-major de l'AES s'apprêtent ou sont en train d'être faits. J'ose espérer, les souhaiter vraiment bonne chance et que ça soit une réussite, afin que nos populations puissent vivre dans la quiétude et que les villages déplacés, ça fait mal au cœur. Peut-être moi j'ai la chance, j'ai pas de parents direct dedans, mais ça pourrait tomber, ça pouvait être ma mère, ça pouvait être moi-même, ça pouvait être des proches à moi, des gens qui me sont très proches. Mais je pense que les autorités des 3 pays de l'AES, ils doivent vraiment redoubler d'efforts parce que la souffrance, ça prend un peu de l'ampleur malgré ce qu'ils font. Je pense que ce qu'ils font, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils doivent encore accentuer ce qu'ils sont en train d'être fait. Et surtout, impliquer les populations, surtout. Parce que dans tout ce qui se fait au niveau de l'AES, la chose sur laquelle moi je sais d'analyser le plus, ça c'est, je sens pas l'implication des peuples. Il faut impliquer le peuple. Les armes seules ne peuvent pas finir c'est dans quoi nous sommes. Il faut que les gens soient impliqués. Quand on regarde juste dans cette semaine même, il y a Toloba. Bon, ça c'est le Mali, je particularise un peu. Quand Toloba est sorti pour vraiment lancer un cri de guerre et puis alerter par rapport à ce qui lui et ses gars et puis ce qui se passe à Badiangara et puis le fait qu'on appelle, ça ne répond pas. Il faut faire confiance à cette population. Il faut les impliquer. Il faut les écouter. Au niveau de la région, on a besoin de 5 minutes. Il faut aller avec eux. Les autorités, au-delà des chefs d'état-major, il faut qu'ils travaillent sur ce point. 5 minutes, la région. Non, moi j'ai proposé ça. Oui. Mais je ne dis pas que ce que je propose, que les autorités doivent le faire. Parce que ce serait un peu gonflé de ma part de dire que si je dis ça, il faut le faire. Non, il faut rester modeste. Mais moi, j'ai dit que, à mon avis, pour assurer la sécurité, à mon avis, il faut beaucoup d'hommes et de femmes. Impliquer la population, moi j'ai proposé une fois, j'ai dit, ce serait bien que les chasseurs, là, les donzos, les chasseurs traditionnels, ce serait bien c'est des gens déjà qui sont habitués au terrain. Ils sont habitués au terrain. Au maniement des armes aussi. Maniement des armes, ils sont habitués. Et puis, ils défendent une terre. Ils défendent leur terre. Ils défendent leurs pères et leurs mères qui sont là-bas, leurs enfants, leurs filles, leurs frères, leurs enfants qui sont là-bas. C'est des gens qui défendent leur terroir, ils sont là-bas. Comme les VDP burkinabés. C'est clair. Mais les VDP burkinabés, pourquoi moi je les ai aimés? C'est des gens qui ont été chassés de leur village. Ils ont vu des villageois, des frères à eux, des sœurs, des parents, des tontons, les oncles mourir. Mais ils ont fui. Quand ils sont venus vers les alentours de Ouagadougou, etc., on les a organisés. On dit, vous vous engagez. Ils disent non, eux, ils vont s'engager. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser faire ça. Et ils ont évolué avec les militaires jusqu'à reconquérir les villages, village après village, jusqu'à arriver dans leur propre village à eux. Et ils ont pris leur propre village. Tu sais, Moussa, lorsqu'on est assis dans la capitale, ici à Bamako, et qu'on parle, on dit ce qu'on veut, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui rentre dans une voiture, qui va à Gao en voiture. Moussa, toi et moi, là, si on nous prend tout de suite, on nous dit de monter dans une voiture, d'aller à Gao en voiture, là. Depuis qu'on traverse
Antigua, depuis que la forêt classée de la Faya, là, quand tu traverses la forêt classée là, et que tu te dis qu'à chaque instant, des gens en moto peuvent sortir sur la route, débarquer à tout moment, et puis vous tirer dessus. C'est ce qui se passe. Donc, à chaque fois que tu es sur une route de voyage, tu te dis, mais ça peut se passer, ça peut se faire. À plus forte raison dans les coins loin comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup d'hommes, à mon avis. Il faut recruter beaucoup de gens. Mais c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas l'argent pour payer le salaire d'un militaire à tout le monde. Parce que le salaire d'un militaire, c'est beaucoup. Pour les VDP, ils ont dit, bon, on vous paye à 100 000 francs. Je crois bien que c'est 100 000 francs. Pour nous, ici, on peut dire, bon, on recrute beaucoup de gens, mais c'est un corps spécial qu'on va créer. Un corps de la paix qu'on va créer. C'est plein de gens qui vont être dedans, plein de jeunes. Et on va les former au maniement des armes. Et on leur donne 75 000 francs par mois. Comme ça, ils seront là. Ils vont occuper certains endroits dans la capitale, dans les capitales régionales. Et les hommes les plus aguerris vont aller sur les théâtres de guerre au fur et à mesure. Parce que tant qu'on n'a pas beaucoup de gens, c'est pas évident de pouvoir sécuriser facilement. Ok. Lamine, donc rapidement, nous avons appris que voilà, donc l'Allemagne a fait un appui à notre école de guerre à hauteur de 100 millions de nos francs en ce qui concerne les matériels technologiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ce geste? De guerre, c'est comme un don. Il n'y a pas de don. L'Allemagne ne va pas nous donner faire don parce que nous sommes des Maliens, parce que nous sommes l'AES, parce que nous voulons un nationalisme ou bien nous voulons être souverains. Maintenant, les 100 millions, c'est déjà bien. Maintenant, les appareils technologiques aujourd'hui. Pour celui qui se rappelle un peu de l'histoire, par exemple, récemment au Liban, il y a eu des bipères qui étaient utilisés, des bipères achetés par le Liban avec l'argent du contribuable, qui a été utilisé par la suite comme arme destructrice à l'encontre même de ces contre les gens du Hezbollah. Maintenant, même et puis talkie-walkie aussi. Des talkie-walkie aussi. Vous imaginez simplement. Maintenant, regardez avec un simple téléphone ou avec un ordinateur, les dangers qui peuvent être. Et surtout, ça a été un don de l'école militaire, l'école de guerre. Maintenant, imaginez qu'on installe ces ordinateurs. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis, imaginons simplement qu'il y a des microprocesseurs ou des processus ou quoi là, je ne maîtrise pas trop les langages technologiques. Maintenant, imaginez que tout dans l'ordinateur, tout dans un téléphone, tout dans n'importe quoi qui est technologique peut faire objet de transmission d'informations ailleurs. On se rappelle l'histoire de l'Union africaine avec les sièges de l'Union africaine avec les Chinois. Les Chinois ont fait cadeau du siège. Maintenant, dans les sièges, dans la construction, il y a eu des micros placés partout. Et donc, tout ce qui se disait entre les chefs d'État africains, comme dans les grands secrets, il y avait un jeune Chinois qui était quelque part, qui écoutait tout. Donc maintenant, on dit qu'on a besoin des hôpitaux, on veut ça au niveau des routes. On veut des routes. Directement, il y a l'ambassadeur chinois qui vient te voir, Moussa, bon, voilà, et nous allons vous offrir des routes. Toi-même, tu vas dire, comment il a fait pour savoir? Donc la Chine connaît. Maintenant, les appareils électroniques, moi je pense que les autorités, je ne maîtrise pas plus qu'elles, mais je pense qu'ils doivent faire beaucoup d'attention. Surtout que l'Allemagne, les pays européens sont soudés. Ce que la France ne peut pas faire, l'Allemagne peut remplacer la France et commettre la même chose. Donc maintenant, surtout avec les appareils électroniques, aujourd'hui, c'est des appareils de guerre. Ça peut être utilisé contre toi. Nos téléphones sont utilisés contre nous, ainsi de suite. Merci. Maintenant, il n'y a pas de... Moi, il faut que les pays de l'AS... Merci. Ibou. Non, bon, très rapidement, hein, puisque le temps est fini. Non, ce que moi, je pense que dernièrement, on a vu Pegasus. Le problème qu'il y avait entre le Maroc et puis la France, c'est parce que le Maroc écoutait les appels téléphoniques d'Emmanuel Macron. On a vu les Américains qui ont offert plein d'ordinateurs à l'Union européenne, aux armées de l'Union européenne. Tous les ordinateurs étaient truffés de logiciels espions, etc., qu'on ne pouvait pas voir, etc. Ils ont tout écouté. Donc, c'est comme Lamine l'a si bien dit, je le rejoins sur ce point-là. En fait, je sais que nos autorités le savent. Je sais qu'elles le savent déjà. Parce que, je le répète, hein, on n'est pas des petits prétendants qui allons leur dire ce qu'il faut faire. Non, on sait qu'ils savent. Les 100 millions de dons là, à notre école de guerre, là, qui va venir sous forme de serveurs, d'ordinateurs, de beaucoup de choses, je sais qu'ils sauront comment faire, quoi. Parce que de nos jours, ce n'est pas des choses qu'on prend comme ça, aller installer, et puis toutes nos tactiques de guerre qu'on va apprendre à nos hommes, les doctrines militaires qu'on va développer là-bas, on ne va pas tout mettre là-bas pour que les gars puissent écouter. Et je sais que même si ce n'est pas ça aussi, ils auront d'autres moyens
pour savoir ce qu'on fait. Mais quand même, il faut prendre ses précautions, quoi. Ok. Merci. Merci, Sissi. C'est un débat très passionnant. Nous vous invitons chaque samedi à nous suivre. Pour aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment chaud. Et merci, portez-vous bien. À la prochaine.